Ok. Véro, est-ce que tu veux dire un petit mot d'intro sur la thématique de cette fois-ci? La dernière fois, on vous a parlé des origines et puis de la globalité. Il est évident que par rapport à ce que je vous avais partagé de la vision de Maria Montessori, qui était une scientifique, la science, elle est fondamentale et elle est prouvée, euh, est aussi la voie pour nous d'être entendus au-delà des professionnels, mais peut-être d'une communauté pardon, beaucoup plus large. Donc, j'ai souvent dit à Jérôme, ce que je veux, c'est qu'on s'axe sur la recherche. Il faut qu'on prouve ce qu'on amène. Il faut qu'on démontre les bénéfices et non pas simplement par cette bande de colibris y croyant, mais vraiment sur la science pour que les visions puissent changer. Donc, l'idée de ce webinaire était vraiment que Jérôme puisse amener l'ensemble des preuves qui amènent à un fonctionnement systémique qui peut être différent. Ok. C'est moi qui vais prendre la parole maintenant pour un bon moment. Alors, c'était un webinaire qui n'était pas si simple à préparer que ça parce que je vais vous parler de recherche scientifique. Je vais vous présenter des recherches scientifiques, des travaux. Il y aura moins de vidéos que la dernière fois. C'est pas la même dynamique et vraiment l'objectif ce soir, c'est d'essayer de rendre tout ça malgré tout vivant et accessible. C'est quelque chose auquel je suis très attaché, c'est de rendre la recherche accessible à tout le monde et pas d'en faire une espèce de melting pot abscon et dans lequel personne arrive à rentrer et à rien comprendre. L'autre challenge, c'est que j'ai énormément de choses à vous partager parce qu'effectivement, derrière Montessori, derrière un élan et une vision humaniste de l'accompagnement, il y a une démarche qui est résolument inspirée par la science et qui a été étudiée également par la recherche. Donc, c'est vraiment de tout ça dont je vais vous parler ce soir en essayant de garder une énergie vraiment vivante. Ok, c'est parti. Alors, quand on parle de Montessori et de science, ben, on va faire comme on aime bien faire d'habitude chez AGED. On va revenir à celle par qui tout a commencé. Dans le sens où Maria Montessori était une scientifique. Elle a une formation de médecin, elle a eu des spécialités en philosophie, enfin une formation en philosophie, en psychologie expérimentale également, et c'était vraiment une chercheuse dans l'âme. Et dans le travail qu'elle a mis en place auprès des enfants, la première chose, c'est qu'elle s'est inspirée des travaux d'autres personnes, et en particulier des travaux de personnes comme Jean Itard, qui était un pédagogue spécialisé dans les enfants porteurs de handicap, ou les travaux de Édouard Sanguin et les travaux de Jean Itard. Jean Itard, qui est connu pour avoir travaillé auprès de l'enfant sauvage, dont Truffaut a fait un magnifique film que je vous recommande également, qui s'appelle L'enfant sauvage. Donc Maria Montessori a repris du matériel, a repris énormément d'inspiration de ces personnes-là. Et quand on parle du matériel Montessori, il faut savoir que c'est un matériel qui a été inspiré par d'autres, ce dont elle ne s'est par ailleurs jamais cachée. Et puis dans sa démarche, Maria Montessori a mis en place vraiment une démarche scientifique. Elle s'est basée sur l'observation, qui est la base de tout chercheur en réalité, l'observation des enfants. Elle a ajusté son environnement, son matériel et sa démarche à ces démarches scientifiques, profondément scientifiques, et a publié des ouvrages qui portent cette démarche scientifique. C'est absolument essentiel de comprendre, encore une fois, que Montessori, ce n'est pas uniquement une vision de bobo déconnectée de la réalité, mais c'est une démarche qui a été profondément validée. Et puis, s'il y a des personnes que la pédagogie Montessori intéresse dans ses aspects scientifiques, je vous recommande très chaleureusement ce magnifique ouvrage Montessori, une révolution pédagogique soutenue par la science. Alors, il est dense, mais en fait, il reprend toutes les études scientifiques qui ont été menées en psychologie de l'enfant et qui montrent que la vision de Maria Montessori, ses observations, ses intuitions ont été validées dans les décennies qui suivent. Et donc, il y a énormément de données qui confirment que les intuitions qu'elle a eues étaient les bonnes. Alors, l'objectif aujourd'hui, ce n'est pas de parler, même si j'adorerais ça, de la validité scientifique des travaux et du travail de Maria Montessori, mais plutôt parler de son adaptation par Cameron Camp et puis du travail que nous menons auprès des personnes âgées. Hop, un petit clic. Alors, la méthode Montessori est une approche inspirée par la science. Ça veut dire quoi?
Mais ça veut dire que, exactement comme Maria Montessori, Cameron Camp, quand il a commencé à développer la méthode Montessori, il n'a pas inventé grand-chose en fait. Il s'est inspiré de ce qui existait dans énormément de disciplines, que ce soit la neuropsychologie, que ce soit l'ergothérapie, que ce soit la psychologie en dehors de ses aspects neuro, que ce soit la gériatrie, l'orthophonie, même des éléments d'architecture et de design, et il a mis tout ça ensemble. Il a juste été chercher ce qui a été démontré dans des études. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui améliore la qualité de vie des aînés? Qu'est-ce qui aide les personnes âgées à mieux fonctionner? Et la première partie de ma présentation, je voudrais l'axer là-dessus, pour vous montrer en fait que tout ce qu'il y a dans Montessori, ce que nous partageons dans nos webinaires, mais ce que nous partageons aussi dans nos formations, en fait, est inspiré d'études dans énormément de champs qui viennent démontrer ce qu'on transmet. Alors, je ne peux pas tout présenter, il me faudrait une dizaine d'heures au minimum, surtout que je suis un tout petit peu bavard sur le sujet. Et donc, j'ai choisi de vous présenter des études qui ne sont pas des études directement sur Montessori, mais qui valident en fait ce qui se trouve dans Montessori. J'espère que je suis clair là-dessus. Et donc, j'ai choisi deux, trois thématiques. Et la première dont je voudrais vous parler, c'est aussi le premier thème qu'on avait présenté la semaine dernière pour ceux qui étaient là. Il parle de choix et de contrôle. On a beaucoup insisté avec Véro la semaine dernière sur l'importance de donner du choix et de permettre aux personnes âgées de sentir qu'elles ont du contrôle sur leur vie. C'est un besoin humain fondamental. Et il y a deux études que je voudrais vous présenter sur ce sujet. Alors, c'est des études qui sont anciennes. La première dont je vais vous parler là, elle date de 1976, 76 pour les Suisses et les Belges qui sont présents. Et donc, c'est une étude qui a été menée auprès de personnes âgées qui vivaient en maison de retraite. Et dans cette étude, les personnes âgées ont été en fait réparties en deux groupes, sans le savoir, puisque c'était les personnes qui vivaient à deux étages différents de l'établissement. Et le directeur est venu à la rencontre en groupe de ces deux groupes séparés pour leur tenir deux discours différents. Dans le premier groupe, qui a été appelé le groupe responsabilité, vous embêtez pas à lire tout ce qui est écrit là, c'est juste pour représenter le discours, il leur a dit à peu près ceci: je veux vraiment que vous vous sentiez chez vous ici. Et donc, à partir de maintenant, vous allez pouvoir décider de tout ce que vous voulez, que ça concerne les soins, les horaires, l'aménagement des chambres, à quoi vous passez votre temps, tout, absolument tout, les endroits où vous allez dans l'établissement, c'est vous qui décidez et vous n'avez qu'à nous l'indiquer. Et s'il y a des choses à changer, vous nous le dites et on les fera changer. Et pour que vous vous sentiez vraiment chez vous, on a ici plein de fleurs et on voudrait que chacune, vous puissiez en choisir une. Vous la prendrez dans votre chambre et ce sera à vous en occuper. C'est vous qui êtes responsable de votre chez vous. Et puis aux personnes de l'autre étage, le discours a été un petit peu différent, en leur disant: je veux que vous vous sentiez vraiment bien ici. Et donc, je vous garantis que l'équipe et moi-même, nous sommes là pour nous occuper de tout pour vous. Donc, nous sommes aux petits soins pour organiser les soins, les horaires, les activités, les endroits où vous pouvez aller. Nous déciderons tout pour le meilleur de votre bien-être. Et d'ailleurs, nous avons choisi une fleur pour vous que nous vous donnons. Nous avons choisi pour chacun une fleur et nous viendrons nous en occuper dans vos chambres. Et donc, vous voyez que la distinction entre les deux, c'est finalement que dans un groupe, on leur dit: vous pouvez décider de tout, et dans l'autre groupe, on leur dit: on décide de tout pour vous, mais bien entendu pour le meilleur. Et donc, on a étudié les impacts de ce changement-là sur ces personnes, sachant qu'après 3 semaines, qu'est-ce qu'on a observé? Eh bien, que le groupe qui était dans le groupe responsabilité, qui a donc du contrôle sur sa vie, en remplissant des questionnaires, se sont montrés plus heureux et de manière globale plus actifs qu'au début de cette recherche. Ils avaient un meilleur état général de santé, qui était observé par des infirmières, et de manière générale, ils se déplaçaient beaucoup plus dans la résidence, ils se rendaient visite mutuellement, ils parlaient beaucoup plus entre eux, et ils passaient énormément moins de temps à regarder passivement les équipes. Et dans le groupe qui n'avait pas de contrôle, à qui on a dit: on décide tout pour vous, on a vu exactement le contraire se produire. En seulement 3 semaines, on a eu une baisse de tous ces paramètres, que ce soit des paramètres psychologiques, de santé ou des paramètres d'activité et de dynamisme général. Autrement dit, le simple fait d'avoir du contrôle et du choix sur sa vie a des impacts massifs qui s'installent très rapidement. Et on va retrouver des résultats assez similaires dans une autre étude publiée elle aussi en 1976. Dans cette étude, on a annoncé à des habitants de maisons de retraite qu'ils allaient recevoir des visites d'étudiants pendant 2 mois. À un premier groupe de résidents, on leur a dit: c'est vous qui décidez quand les gens viennent vous voir et pendant combien de temps totalement.
Le second groupe, on leur a dit, vous allez recevoir ces visites et on vous prévient bien à l'avance de quand les gens viendront vous voir, quand les étudiants viendront vous rendre visite et pour combien de temps. Le troisième groupe, lui, était visité de manière totalement aléatoire. Ils n'avaient aucune information sur quand les étudiants viendraient leur rendre visite, même s'ils avaient en fait au total le même nombre de visites que les autres. Et le quatrième groupe, eux, n'avaient pas de visite. Et donc, au bout de ces 2 mois, on a regardé un petit peu ce que ça donnait. Et on a vu apparaître des différences assez importantes, notamment sur des indicateurs de santé physique. C'est-à-dire que les gens du groupe 1 et 2, ceux qui pouvaient décider des visites ou qui avaient de l'information, avaient de nettement meilleurs indicateurs de santé. Ils prenaient moins de médicaments, ils avaient des indicateurs psychologiques nettement améliorés, et de manière générale, là aussi, ils étaient plus actifs, ils bougeaient plus et ils voyaient plus de monde, alors que ces mêmes indicateurs s'étaient dégradés chez ceux qui avaient des visites aléatoires ou pas de visites. Et donc, ça nous montre combien l'élément clé, ici en tout cas un élément clé, du bien-être, de la santé psychique, de la santé physique, c'est le fait de pouvoir décider des choses sur sa vie, ou à minima, en tout cas d'avoir du contrôle en sachant ce qui va nous arriver. Ce qui, en fait, chez bien des personnes âgées, et encore plus chez les personnes en institution, c'est souvent tout le contraire, c'est-à-dire que leurs choix sont extrêmement limités, et finalement, ils ont très peu d'informations sur ce qui va se passer dans les périodes qui suivent. Donc, dans Montessori, le choix et le contrôle, c'est un élément absolument central. Il y a d'autres études qui montrent des effets très similaires à ceux que je vous ai cités. Et donc, on essaye de mettre du choix et du contrôle absolument partout, dans toutes les interactions, que ce soit via l'information ou la possibilité par les résidents d'exprimer leurs choix, leurs décisions, notamment via des comités de résidents dont on vous parlera en long, en large et en travers lors du prochain webinaire. Deuxième thématique dont je voudrais vous parler, c'est de mémoire. On associe habituellement la maladie d'Alzheimer et les troubles cognitifs du vieillissement à des pertes de mémoire. Et en fait, il y a beaucoup d'études qui sont intéressées à une partie de la mémoire qu'on ne nomme pas assez souvent, qu'on appelle la mémoire procédurale. Mémoire procédurale, c'est la mémoire de l'action, mémoire des savoir-faire, la mémoire des gestes. Vous savez, c'est faire du vélo, ça ne s'oublie pas. C'est les danseurs, les danseuses, les sportifs, ou simplement apprendre à conduire, on sollicite cette mémoire inconsciente, mais qui se fait par l'action. Il y a une étude en 1993 qui a été la première à s'intéresser à la mémoire procédurale chez les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer et qui leur a fait faire une tâche extrêmement compliquée. Véro s'est essayée à cette tâche, elle peut confirmer que ce n'est pas une tâche simple, dans laquelle il faut dessiner en miroir. Donc vous voyez sur le petit dispositif ici, la personne ne voit pas sa main qui dessine, mais elle la voit à l'envers dans un miroir et elle doit suivre un tracé en essayant de ne pas toucher les bords et de le faire le plus vite possible. Et donc, cette tâche a été réalisée par des personnes qui avaient un diagnostic de maladie d'Alzheimer, donc des troubles de mémoire, et par des personnes qui n'avaient pas de difficultés. Et ils ont fait ça pendant une semaine, plusieurs fois par jour. Et là, vous voyez un graphe qui représente en fait leur performance à cette tâche. Sur le haut, vous avez ici le nombre de contacts, c'est-à-dire le nombre de fois où ils sortent du dispositif, et en dessous, le temps qu'ils mettent pour réaliser. Et vous voyez que le premier jour, ils font quand même beaucoup d'erreurs, mais qui s'améliorent au fur et à mesure des essais. Et puis qui s'améliore également le deuxième jour encore un peu plus, et que le troisième jour, ils ont une performance qui est très nettement améliorée par rapport à leur début. Et ceci est vrai à la fois pour les personnes qui ont une maladie d'Alzheimer et pour les personnes qui n'ont pas de trouble. Autrement dit, les personnes qui ont une maladie d'Alzheimer, malgré leurs troubles de mémoire, s'améliorent en pratiquant. Ils s'améliorent à une tâche qu'ils répètent un grand nombre de fois. Autrement dit, ils peuvent apprendre en pratiquant. Pour la petite histoire, dans l'étude, ils ont également évalué le souvenir que les gens avaient de la tâche et les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer n'avaient quasiment aucun souvenir d'avoir déjà fait cette tâche. Et ça va servir de potentiel énorme pour la suite des études sur la maladie d'Alzheimer. Il y en a eu un très grand nombre qui ont toutes confirmé que les personnes qui ont des troubles de mémoire restent tout à fait capables d'apprendre par la pratique. Et donc, on a une autre étude, elle, en 2011, qui va aller beaucoup plus loin. Alors, c'est une étude française, en fait, avec des équipes françaises et néerlandaises, qui ont regardé est-ce que des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer sont capables, si on les entraîne, de réapprendre des tâches de la vie quotidienne qu'ils ne savent plus faire. Et donc, ils ont appris des tâches comme faire du café, préparer un thé, faire à manger, mettre la table, débarrasser la table, bricoler, etc. Chaque tâche était différente en fonction des personnes. Et ils leur ont appris ces tâches en les entraînant via 3 approches. Une approche par essai et erreur, dans laquelle on dit simplement à la personne, voilà ce que vous devez faire, allez-y. Et puis si la personne est en difficulté, on la laisse faire, on ne la corrige pas et on ne la guide pas. Si vraiment elle n'y arrive pas, on la corrige et puis on la laisse faire. Deuxième approche
apprentissage sans erreur, on va présenter à la personne la tâche, mais en la divisant en sous-étapes. Pour le café, vous devez d'abord prendre un filtre. Vous devez mettre le café dans le filtre. Vous devez mettre le filtre dans la cafetière, et ainsi de suite. Et on guide la personne étape par étape pour éviter qu'elle ne se perde dans l'activité. Et enfin, l'apprentissage par modèle, c'est la même chose, si ce n'est qu'on va montrer, mimer à la personne chacune des étapes à réaliser. Donc, les personnes ont fait ces tâches-là pendant une semaine, plusieurs fois par jour. Et voilà ce qu'a donné leur performance. Vous voyez ici un graphe. Alors, ce graphe, il nous raconte quoi? Eh bien, il nous raconte que les personnes apprennent. Les personnes s'améliorent dans leur performance à ces tâches au fur et à mesure des séances d'entraînement et de pratique. Plus elles pratiquent, plus elles apprennent. Alors, c'est vrai en particulier pour l'apprentissage par modèle, donc en montrant à la personne une étape à la fois, c'est là où les personnes progressent le mieux. L'apprentissage par essai et erreur est le moins efficace. Et puis, les deux derniers points en fait, que vous voyez là représentent le maintien à plusieurs semaines de distance, donc le maintien dans le temps. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on voit que ça se maintient dans le temps. Au bout de plusieurs semaines et de plusieurs mois, les performances restent améliorées. Donc, les gens ne perdent pas ce qu'ils ont réappris, sauf pour la condition par essai-erreur. Moralité, les personnes qui ont des troubles de mémoire, qui ont une maladie d'Alzheimer, peuvent réapprendre des nouvelles tâches de la vie quotidienne. Si on les guide et si on leur fait pratiquer, ils s'améliorent et ils maintiennent ces apprentissages dans le temps. Ce qui change absolument tout en termes de perspective d'accompagnement. Ça veut dire en fait que non, il n'y a pas une condamnation à perdre progressivement toutes ces capacités. Les personnes peuvent maintenir, voire regagner de l'autonomie et de l'indépendance. Et donc, dans Montessori, on va utiliser en permanence la mémoire procédurale au service de cette phrase que vous connaissez, « aide-moi à faire seul », en guidant les personnes, en leur faisant pratiquer plutôt qu'en faisant les choses à leur place. De cette manière-là, ils peuvent s'améliorer, voire récupérer des capacités. On va partir maintenant sur une autre thématique qui m'est chère et parler de comment on pourrait contourner les difficultés de mémoire. Dans Montessori, et puis je vous le redirai, on utilise énormément ce qu'on va appeler les aides externes. Très simplement, l'idée des aides externes, qu'est-ce que c'est? C'est d'utiliser des supports extérieurs pour garder ce que la personne ne peut pas mémoriser. On va stocker à l'extérieur ce qu'elle ne peut pas stocker à l'intérieur. Et donc, utiliser des fiches contenant les réponses à ces questions répétitives, utiliser des livres qui contiennent les informations importantes sur elle, utiliser des affichages, de la signalétique, etc., en les adaptant. Il y a eu des centaines d'études sur le sujet. Bien sûr, je ne vous en présente que des petits exemples. Et voilà une étude à la fin des années 90 dans laquelle des familles qui vivaient à domicile avec une personne qui a des troubles de mémoire ont été formées pour créer elles-mêmes des aides externes en fonction des questions répétitives de leurs proches. Vous savez que les questions répétitives, c'est quelque chose qui est très fréquent dans la maladie d'Alzheimer et qui épuise totalement les personnes qui vivent avec. Quand une personne demande toute la journée « mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ?» on lui répond, puis elle repose la question, et ainsi de suite. Et donc l'idée là, c'est de créer un support à l'extérieur et de ne pas répondre à la personne quand elle pose la question, mais de l'orienter vers l'endroit où se trouve la réponse. Donc dans cette étude, vous aviez des personnes qui avaient des troubles cognitifs importants, et en fait, le graphe qu'on a ici montre les résultats de l'étude, où vous avez dans la première colonne le nombre de questions que les personnes posaient par semaine. Vous avez même une personne ici, si vous regardez les chiffres, qui posait les mêmes questions plus de 250 fois par semaine, ce qui fait une quarantaine de fois par jour. Essayez d'imaginer nerveusement ce que ça représente. La deuxième colonne, elle indique en fait ce qui s'est passé au moment où on a mis en place ces aides externes, donc les fiches qui contenaient aux réponses, et donc la possibilité pour la personne de trouver la réponse par elle-même. Et on voit une diminution très significative des questions répétitives et qui se maintient dans le temps, elle aussi, jusqu'à 6 mois de distance. Okay. Autre étude de la même équipe, Michel Bourgeois, qui est une collègue américaine de Cameron Camp, qui a utilisé cette fois des aides externes pour permettre aux personnes de maintenir des conversations. C'est des personnes qui avaient des troubles importants, des troubles cognitifs extrêmement sévères, et qui avaient du mal à retrouver des informations les concernant, à parler d'eux, à dire quand ils sont nés, parler de leurs proches, de leur famille, de leur vie récente ou beaucoup plus lointaine. Et donc, dans cette étude, ils ont créé des petits supports qu'ils ont appelés des carnets de conversation, que nous on appelle parfois livres de vie, contenant des informations importantes pour la personne. Et donc, ils ont appris aux personnes, grâce à la mémoire procédurale, à utiliser ces carnets quand ils avaient des conversations. Et de nouveau, vous voyez les résultats. Alors, vous avez des premières mesures qui sont ici, dans la première colonne,
sans l'utilisation des carnets de conversation. Et en fait, on voit que les personnes avaient d'énormes difficultés à parler, soit de leur famille, premier graphe, de ce qu'ils ont fait dans la journée, deuxième graphe, ou de leur vie de manière générale, c'est le troisième graphe. Et dès le moment où les carnets de conversation ont été mis en place, on voit tout de suite monter très nettement la capacité à répondre à des questions ou à parler de sujets qui les intéressent, avec, là aussi, si vous regardez finement sur le graphe, un maintien de l'amélioration plus de 2 ans après la mise en place. OK, sur la même thématique, assez rapidement, les aides externes, c'est aussi la signalétique, aider les personnes à s'orienter quand elles se perdent. Et voilà une étude menée par Cameron Camp et des collègues sur la signalétique dans des maisons de retraite. Dans cette étude, et c'est tout l'aspect original, ce sont les résidents qui ont choisi le format de la signalétique, en indiquant les couleurs qui leur convenaient, les terminologies utilisées, ce qu'on dit salle à manger ou restaurant, etc., et le choix des pictogrammes. Ils ont donc fait faire la signalétique, enfin choisir la signalétique par les résidents, ils l'ont mise en place et on a vu une diminution très nette des erreurs d'orientation. Donc, on demandait aux résidents, tiens, est-ce que vous voulez bien m'amener jusqu'à la salle à manger? Et avant la mise en place de la signalétique, ils se perdaient énormément et beaucoup moins, les erreurs ont chuté drastiquement après la mise en place d'une signalétique qui a été faite par les résidents. Donc, quand on parle de personnes désorientées, je pense qu'on a des outils en réalité pour faire face à la désorientation. Je vois le temps qui file à vitesse VV', donc je vais vous présenter sur le même sujet une autre étude, mais très très vite. Là, simplement, c'est une toute petite étude avec 3 résidentes qui se perdaient complètement dans l'établissement, qui n'arrivaient jamais à retrouver leur chambre, qui rentraient dans les autres chambres, etc. Et donc, ils ont créé une signalétique avec des gros caractères et des photos qui étaient identifiées par les personnes qui avaient des troubles cognitifs, par ces 3 dames. Et dès la mise en place, vous le voyez ici sur le graphe, vous avez au départ la capacité ou non à retrouver leur chambre. Donc, au plus le graphe est bas, chaque ligne représente une personne, au plus le graphe est bas, au plus il n'y arrive pas. Et on voit que dès le moment où la signalétique a été mise en place, très rapidement, les personnes passent de 0% de capacité à retrouver leur chambre, de 0% de réussite, à 100% en quelques semaines. Et puis, on voit que la première, il y a un petit trou, si vous regardez le premier graphe, il y a un moment où d'un coup, elle repasse à 0%. Et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, il l'explique dans l'étude, c'est juste que par erreur, les affichages ont été enlevés. Et donc, ça confirme bien que c'est l'affichage, le fait d'avoir des affichages clairs, facilement identifiables par les personnes qui les aident à s'orienter. Et ça, dans Montessori, les aides externes, les adaptations de l'environnement, les affichages, les supports écrits sont des choses qu'on utilise énormément en permanence. C'est ce qu'on appelle l'environnement préparé. On crée un environnement qui contourne les difficultés des personnes, que ce soit pour trouver des lieux, que ce soit des informations qu'ils n'arrivent pas à mémoriser, que ce soit pour utiliser l'ascenseur, utiliser des appareils de la vie quotidienne, etc. Et puis, très vite, simplement, je vous parle de la petite image qui est en bas à droite. Vous voyez une aide externe qui est dans une autre langue. Il y a très régulièrement dans les EHPAD ou dans les maisons de repos des personnes qui ne parlent pas la langue de l'endroit où ils se trouvent. Imaginez l'isolement majeur de ces personnes qui peuvent communiquer avec personne. Eh bien, je peux vous assurer que quand on met en place des aides externes dans leur langue, merci les outils de traduction en ligne, je ne veux pas nommer lesquels, mais vous imaginez bien, vous leur faites un cadeau extraordinaire de pouvoir avoir les informations dont elles ont besoin. Allez, dernier point sur les prérequis, enfin les bases de Montessori, les bases scientifiques, elles concernent forcément les activités. Si vous connaissez Montessori, si vous nous avez entendu la semaine dernière, vous savez que dans Montessori, la notion d'activité, c'est une notion absolument centrale, c'est un outil absolument fondamental. Il y a dans la littérature scientifique, et je peux vous assurer que pour préparer ce webinaire, je me suis relu je ne sais pas combien de dizaines d'études scientifiques, une littérature extrêmement abondante qui montre les effets du fait d'avoir des activités chez des personnes qui ont reçu un diagnostic de maladie d'Alzheimer ou apparentée. Ce sont des personnes qui, on le sait, se fragilisent, se dégradent, etc. Et quand ces personnes ont la possibilité régulièrement de s'engager dans des activités, on observe un grand nombre de choses. D'abord, leur comportement problématique, on en reparlera tout à l'heure, agitation, agressivité, etc., diminue drastiquement. Les questions répétitives diminuent drastiquement. D'abord pendant le temps où ils sont dans des activités, forcément, mais même en général, ça a tendance à se généraliser. Leur humeur s'améliore, c'est-à-dire qu'il y a des effets très significatifs sur la dépression. Quand vous êtes actif, quand vous avez des buts au quotidien, quand vous faites des choses
dans la vie de tous les jours, l'humeur s'améliore. C'est quelque chose qu'on voit chez tous les humains. Le sommeil s'améliore également. Au plus les gens sont engagés dans des activités, au plus ils dorment bien la nuit. On a des données là-dessus aussi. On a des données sur l'évolution des troubles qui est beaucoup moins rapide chez les personnes qui sont régulièrement engagées dans des activités. Donc, ça ralentit même le fait d'avoir des activités, ça ralentit la dégradation et au contraire, l'inactivité a tendance à l'accélérer beaucoup. L'indépendance dans les actes de la vie quotidienne, le fait de pouvoir garder son autonomie, est également nettement améliorée par le fait d'avoir des activités. La santé physique, les pathologies associées, etc., sont beaucoup moins fréquentes et moins lourdes, sont améliorées par les activités. De manière générale, la qualité de vie est améliorée par le fait d'avoir des activités au quotidien par rapport à l'inactivité qui, elle, est extrêmement délétère. Et enfin, et c'est assez logique quand on voit tous les effets bénéfiques, on va retrouver des effets positifs de diminution du stress de l'aidant, d'amélioration de la qualité de vie des aidants. Donc vous voyez, ce n'est pas un petit enjeu, le fait de permettre aux personnes âgées qui ont des troubles cognitifs de s'engager dans des activités. Je dirais même, à mon sens, c'est une priorité absolue quand on voit tous les effets bénéfiques. Ah oui, mais quelles activités? Comment on gère tout ça? Alors, là aussi, il y a une littérature extrêmement dense, littérature scientifique, il y a énormément de recherches. Moi, j'ai choisi 3 petits points que je voudrais vous proposer. Première chose, il y a d'autres études de la même équipe, de Van Heidsma et collaborateurs, qui montrent que les activités qui augmentent le plus l'engagement, c'est celles qui sont adaptées aux personnes. Autrement dit, il faut individualiser les activités qu'on propose. Ça peut paraître évident quand je le dis comme ça, mais proposer la même activité pour tout le monde, ça n'a pas beaucoup de sens et ça ne fonctionne pas bien. Et donc, ce sont vraiment les activités qui vont s'adapter et aux capacités et aux centres d'intérêt des personnes qui ont les effets les plus bénéfiques et qui augmentent l'engagement. Une autre étude que j'ai trouvée, que je trouve extrêmement intéressante sur nos modèles institutionnels. Il a été démontré que des personnes qui vivent en maison de retraite et qui ont la possibilité de s'engager dans des activités de la vie quotidienne de la maison de retraite, ménage, là on voit le repassage, la cuisine, mettre la table, bricoler, donner un coup de main, etc., ont une qualité de vie nettement plus élevée que les personnes qui n'ont pas la possibilité. Donc c'est un axe d'amélioration des pratiques qui est tout à fait majeur. Et enfin, je vais aller très très vite là-dessus, juste pour vous dire que la présentation d'activités par modèle, de nouveau en faisant des démonstrations physiques, est ce qui favorise le plus l'engagement des personnes qui ont des troubles cognitifs sévères. C'est ce qui les aide à réussir les activités. Et on retrouve en fait ici exactement ce qu'on propose dans Montessori, c'est-à-dire des activités le plus possible, des activités de la vie quotidienne, des activités qui permettent aux personnes de contribuer, des activités qui s'adaptent à leurs capacités, à qui ils sont, et des activités qui vont être présentées par modèle, par démonstration physique, de manière à augmenter l'engagement et les capacités d'apprentissage. Alors voilà, j'ai voulu essayer de vous montrer que en fait, ce qu'on propose dans Montessori est basé sur des choses qui ont été démontrées scientifiquement par ailleurs, que ce soit le choix et le contrôle, que ce soit l'importance des activités, que ce soit la mémoire procédurale, que ce soit l'utilisation d'affichage, d'aide externe, etc. Et puis maintenant, je voudrais changer un petit peu notre voyage au cœur de la science autour de Montessori. J'espère que vous arrivez à suivre, en fait, parce que j'ai l'impression que je vais très, très vite. Et donc, je serai tout à fait heureux de voir des petites mains qui se lèvent, par exemple, dans l'onglet participants, des choses comme ça, pour me dire que c'est OK pour vous et que vous arrivez à me suivre. OK, je vois que… OK, ça a tendance à me rassurer un petit peu et je vais juste regarder quand même une seconde pour moi. OK. Ouais, ça va vite. Alors, vous aurez le temps de récupérer le replay, on l'a dit, en décembre, etc. Il y a tellement de choses dont j'ai envie de vous parler. OK. L'important, c'est que vous compreniez et que vous gardiez les éléments clés dont je suis en train de vous parler. OK, on reprend son souffle, tout ça. OK, merci beaucoup. Alors, OK, c'est très beau tout ça. OK, Montessori et la méthode Montessori adaptée aux personnes âgées s'est construite en intégrant en réalité plein d'éléments qui ont été démontrés dans plein d'approches scientifiques, enfin dans plein d'approches, je disais, ergothérapie, psychologie, neuropsychologie, etc. Mais qu'est-ce que ça donne Montessori concrètement quand on veut évaluer ses effets? Je pourrais vous en parler 1000 fois, je pourrais vous montrer des vidéos, on vous en a montré la dernière fois, pour vous montrer les effets absolument spectaculaires. Et en même temps, encore faut-il
le démontrer. Et il y a des grandes demandes des financeurs, des ARS, etc., même de chercheurs ou de médecins qui veulent des preuves scientifiques. Et donc, le voyage auquel je vous invite maintenant pour cette deuxième partie de présentation, c'est d'aller regarder un petit peu que disent les recherches qui ont évalué les effets de la méthode Montessori adaptée aux personnes âgées. Cameron Camp est un psychologue, mais c'est un chercheur aussi. Et donc, il a mené énormément de travaux, lui ou son équipe, notamment au début des années 90 et 2000, pour essayer d'évaluer et de démontrer ce qu'il observait de ses yeux. Au départ, quand Cameron Camp a commencé à travailler et à créer l'adaptation de Montessori aux personnes âgées, il n'en était pas là où on en est aujourd'hui. Et ses premiers travaux ont été vraiment de dire on va présenter des activités adaptées avec les principes Montessori à des personnes âgées. Et donc, ça s'arrêtait là. Il n'y avait pas tous les aspects globaux de choix et de contrôle au même point que là où on le propose maintenant, d'aide externe, etc., etc. On était vraiment centré sur qu'est-ce qui se passe quand on propose une activité adaptée avec les principes Montessori à des personnes âgées qui ont des troubles cognitifs comparé aux activités traditionnelles. Et donc, ce sont les premiers travaux qu'il a menés sur Montessori. Ces premiers travaux ont donné à peu près tous les mêmes résultats. Je vais passer ceci assez vite, simplement pour dire que, de manière tout à fait nette, quand on utilise un matériel adapté, avec des aides externes, présenter une étape à la fois, vraiment adapté aux capacités de la personne, complexifiées ou simplifiées, etc., etc., on voit des augmentations massives de l'engagement constructif dans l'activité. Autrement dit, j'utilise les mots de Cameron Camp, les gens se réveillent littéralement. Là où on avait un engagement passif ou tourné vers soi, vous savez, les gens qui sont complètement repliés, d'un coup, les gens se tournent vers le matériel, manipulent le matériel, etc. On voit dans ces travaux-là aussi une augmentation des affects positifs. Les gens se remettent pendant l'activité à sourire, à rire, à manifester des émotions de plaisir ou d'intérêt. Et une augmentation des interactions entre les participants quand on est dans des activités en groupe. Les activités Montessori en groupe sont conçues pour que les gens se parlent entre eux et non pas chacun en train de manipuler son petit truc tout seul. Et donc, tout ça a été documenté dans ces études, y compris, c'est l'étude qui est en vert là, de Orsulic Gera et collaborateurs en 2000, avec des effets très spectaculaires sur les personnes qui avaient les troubles cognitifs les plus sévères. Dans cette étude, ils n'ont pris que des personnes avec des troubles extrêmement sévères. Et en fait, c'est ceux chez qui on a observé les augmentations de l'engagement les plus importantes. Par la suite, l'équipe de Cameron Camp a dit « Ok, on a bien documenté que les gens réagissaient très positivement, ils s'engagent plus, ils manifestent plus de plaisir, mais est-ce qu'on ne peut pas amener ça un petit peu plus loin ?» Avec l'idée notamment de répondre à un besoin excessivement important chez des personnes âgées qui ont des troubles cognitifs, encore plus quand elles sont en institution, qui est le besoin de lien social. Et donc, ils ont mené une série de projets visant à répondre à ce besoin-là. Il veut pas. Hop. Attendez. Voilà, j'y suis. Notamment des projets dans lesquels des familles de personnes qui étaient en institution ont été formées à présenter des activités adaptées Montessori pendant leur visite. Donc, plutôt que de faire une visite dans laquelle on est perdu, on ne sait pas de quoi parler, c'est hyper compliqué, on présente l'activité avec le matériel adapté. Et ce qui a été démontré dans cette étude, c'est de nouveau un engagement, une participation beaucoup plus importante de la part des personnes qui avaient des troubles cognitifs durant les visites comparé aux visites traditionnelles, la manifestation de plus d'affects positifs et des satisfactions très élevées des proches qui avaient reçu de telles formations. Dans une autre série de travaux, l'équipe de Cameron Camp, parce qu'il faut le dire quand même, ils sont un petit peu barrés, je le dis avec beaucoup d'affection et d'amitié pour Cameron, on se connaît bien, mais ils ont eu des idées assez incroyables. Ils se sont dit, si présenter une activité est une procédure, et que grâce à la mémoire procédurale, les personnes âgées qui ont des troubles cognitifs peuvent apprendre de nouvelles procédures, alors il doit être possible pour une personne âgée qui a des troubles cognitifs d'apprendre à présenter des activités. Et donc, ils ont ils ont proposé à des personnes âgées d'apprendre à présenter des activités Montessori, des écoles Montessori, donc avec du matériel Montessori, à des enfants d'école maternelle. Et donc, vous avez des enfants d'école maternelle qui venaient dans les établissements se voir présenter des activités Montessori par des personnes âgées ayant des troubles cognitifs parfois très importants. Et là aussi, les résultats ont été assez nets, puisque les personnes étaient capables d'apprendre la présentation de l'activité,
capables de présenter les activités avec des niveaux d'engagement qui explosaient complètement quand les enfants étaient là. Et puis quand les enfants n'étaient plus là, de nouveau, l'engagement rebaissait. Mais donc, pendant ces interactions-là, les niveaux d'engagement étaient très élevés. Les personnes âgées se remettaient parfois à parler beaucoup plus correctement que d'habitude quand ils s'adressaient aux enfants. Et les enfants ont eu des interactions extrêmement positives avec les personnes âgées. Et puisque les personnes âgées sont visiblement capables, qui ont des troubles cognitifs, maladie d'Alzheimer et autres, sont capables d'apprendre à présenter des activités, alors peut-être qu'on pourrait aller encore un peu plus loin. Je ne sais pas s'il y a des animateurs dans les participants, mais un des challenges colossaux des animateurs, c'est de dire, moi, je ne peux pas faire des activités en petits groupes en plus, puisque c'est l'idéal pour l'ensemble des résidents. Enfin, je suis seul, j'ai 80 personnes à accompagner, c'est juste impossible. Et donc, l'idée de l'équipe de Cameron Camp a été d'apprendre à des personnes âgées à présenter des activités à d'autres personnes âgées qui avaient des troubles cognitifs. Je précise que les leaders d'activité étaient des personnes qui avaient des diagnostics de maladie d'Alzheimer et autres. Et donc, ces personnes ont été entraînées, on leur a appris à mener des activités en petits groupes pour d'autres personnes. Donc, il y a eu plusieurs recherches, vous voyez 3 publications notamment sur ce sujet, en montrant que non seulement ils apprenaient très très bien à mener des petits groupes, qu'ils les présentaient de manière tout à fait adaptée, qu'ils regagnaient en confiance en eux, en satisfaction de leur rôle et en bien-être psychologique. Et les activités qui étaient menées par des personnes âgées qui ont des troubles cognitifs généraient toujours le même niveau d'engagement et de plaisir. Et comme c'est une thématique qui m'avait beaucoup intéressé, on a accompagné des établissements et formé des professionnels à appliquer ces démarches-là. Et c'est des choses dont on vous parlera la semaine prochaine avec des personnes qui vivent cette situation sur le terrain, en institution, et qui vous expliqueront un petit peu comment est-ce qu'on peut proposer à des habitants, à des résidents de maisons de retraite, de devenir des leaders d'activité. Alors, on continue notre voyage au cœur des recherches autour de Montessori. Les activités Montessori, avec leur adaptation, peuvent également être utilisées pour améliorer l'indépendance et l'autonomie dans la vie quotidienne. Et il y a eu notamment une très grosse série de travaux d'équipes asiatiques, parce que Montessori est diffusé maintenant un petit peu partout dans le monde, et qui se sont intéressés à créer un programme de réautonomisation à l'alimentation, c'est-à-dire de réapprendre en utilisant des activités Montessori notamment à des personnes qui avaient des troubles cognitifs sévères, qui n'étaient plus capables de s'alimenter de manière autonome, alors réapprendre à s'alimenter sans aide. Donc, c'est des travaux qui ont été menés sur des très grands groupes. Là, on parle de plusieurs centaines de personnes qui ont participé à ces programmes. Et ces études montrent quoi? Montrent que ça fonctionne. C'est-à-dire que les personnes sont capables de réapprendre à s'alimenter de manière autonome. Je ne sais pas, je dois peut-être m'arrêter là une seconde, s'il y a des professionnels qui travaillent en EHPAD qui sont là dans le public, vous voyez bien ce qui se passe quand les personnes commencent à perdre la capacité à s'alimenter. On les nourrit, on leur donne à manger, et dès le moment où on fait ça, on le fait pour le reste de leur vie. Or, les programmes tels qu'ils ont été conçus là montrent que non seulement les personnes peuvent réapprendre à manger seules, à s'alimenter eux-mêmes, ils regagnent du poids, leur statut nutritionnel s'améliore, il y a beaucoup moins de dénutrition. Ce sont des bénéfices qui peuvent durer dans le temps. Et dans leurs études, notamment dans 2 des études qui sont citées ici, ils ont observé également une augmentation très nette de la durée des repas. Là où dans une des études, quand les résidents étaient nourris par des professionnels, le repas durait en moyenne 9 minutes. Je ne sais pas si vous réalisez, c'est d'imaginer manger un repas en 9 minutes. Voilà, vous pouvez imaginer l'effet que ça fait. Et lorsque les personnes avaient réappris à s'alimenter de manière autonome, sans ou avec beaucoup moins d'aide, les repas passaient en moyenne à 22 minutes. Donc, vous voyez qu'il y a une différence significative et qui est en fait quelque chose de très positif, de dire là, ils ont plus le temps de manger à leur rythme et ils ne mobilisent pas de personnel. Et dans leurs études, ils ont également observé que ça entraînait une augmentation, une amélioration de la socialisation pendant les repas. Donc, on peut utiliser les activités Montessori pour regagner des capacités. Alors, il y a également eu des travaux qui ont étudié les effets des activités, on est toujours sur les activités Montessori, sur ce qu'on appelle assez vilainement les troubles du comportement. Je préfère parler de comportement réactionnel à titre personnel. Là aussi, on a plusieurs séries d'études. Vous voyez, il y a quand même un certain nombre de publications qui retrouvent
une information extrêmement importante. Pendant les activités, les troubles du comportement, les comportements réactionnels chutent drastiquement. C'est-à-dire que pendant qu'une personne est engagée dans une activité qui l'intéresse, qui l'engage, qui la motive, elle n'est pas en même temps agitée ou agressive. Ceci étant valable dans un certain nombre d'études, à la fois pour des activités individuelles ou en groupe. Quand les activités sont bien adaptées, les problèmes de comportement diminuent de manière spectaculairement. C'est très compliqué d'être à la fois passionné et engagé par une activité et en même temps agité et agressif. Donc ça a une conséquence extrêmement importante. Si vous avez des personnes qui ont tendance à présenter ces comportements réactionnels un peu toujours dans les mêmes moments de la journée, anticiper les problèmes et proposer-leur des activités dans ces moments-là. Je ne voudrais pas du tout me focaliser sur la fin de journée, mais je pense qu'une réorganisation du personnel, etc., pour permettre des activités beaucoup plus en fin de journée, permettrait d'éviter bien des problèmes pour tout le monde. Et puis, il y avait cette étude également de la même équipe que celle qui a travaillé sur l'alimentation, qui montrait dans leur programme que quand les activités étaient suffisamment fréquentes, les bénéfices en termes de comportement se généralisaient même en dehors des temps d'activité. Et dans cette étude, ils ont observé que les relations entre résidents et soignants s'amélioraient et que les soins étaient beaucoup plus simples à donner qu'auparavant. Donc, on a des effets également sur ces comportements. Autre recherche menée sur les activités Montessori. Alors là, on va faire c'est un petit peu embêtant pour moi, j'ai un peu de mal à le faire, mais on va faire un petit cocorico quand même chez AGD, puisque ça, c'est une équipe que nous avons menée en collaboration avec l'Université de Montpellier. Et donc, nous avons validé une batterie d'évaluation qui utilise des activités Montessori ou adaptées avec les principes Montessori pour évaluer les capacités préservées chez les personnes qui ont des troubles extrêmement sévères. Donc, la batterie, elle a été validée. Je redis une chose que j'ai dit la semaine dernière. On devait sortir cette batterie, la mettre sur le marché cette année. C'était contrat signé avec quelqu'un qui s'occupait de produire le matériel, etc. Et la crise Covid a causé l'annulation du contrat. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de la rendre disponible pour le moment. Mais on y travaille, on cherche des pistes et vraiment, j'espère qu'on pourra rendre cette batterie disponible au plus grand nombre. Une nouvelle recherche qu'on est en train de publier, qui vient d'être soumise à comité de lecture dans une revue scientifique, sur la même batterie, elle a montré que la batterie pouvait tout à fait s'appliquer également chez des personnes qui présentent des comportements réactionnels, même très importants, de manière intéressante. Pendant qu'ils passent l'évaluation par la masse, ils ne présentent pas de comportement problématique et on va juste voir un tout petit... allez, les personnes qui ont des comportements vraiment les plus problématiques ont un temps qui s'allonge un petit peu pour passer la batterie, mais c'est tout et ils sont totalement engagés. Et donc, on retrouve l'effet positif des activités Montessori sur le comportement. Publication dans pas longtemps, j'espère. Alors, je viens de vous présenter un grand nombre de travaux qui ont évalué les effets des activités Montessori. Et c'est quelque chose qui me gêne, moi, régulièrement, parce que si je parle de Montessori, la première chose que je vous dirais, c'est que Montessori, ce n'est pas que des activités. Montessori, c'est beaucoup d'autres choses. Montessori, c'est un changement de posture de l'accompagnement, c'est un changement de vision, c'est vraiment une vision globale d'accompagner autrement. On en a parlé largement la semaine dernière, de la posture de facilitateur, de plus faire à la place d'eux, de donner du choix et du contrôle, mais pas uniquement pendant 20 minutes d'activité le matin et l'après-midi. En fait, ces principes Montessori-là, on peut les appliquer absolument dans tout, permettre aux personnes de faire leurs soins personnels eux-mêmes, par exemple, c'est leur redonner de la dignité. Et on peut utiliser tous les outils dont je vous parle depuis tout à l'heure à ces niveaux-là. Donc, c'est très bien de montrer que pendant l'activité, il se passe ces choses-là, mais qu'est-ce qui se passe quand on applique la vision Montessori comme étant vraiment un modèle global d'accompagnement que tout le monde applique, et pas uniquement la psycho, l'ergothérapeute ou l'animateur ou l'animatrice pendant les temps d'activité. Qu'est-ce qu'on fait quand ça devient une vision et des outils partagés par tout le monde? Les derniers travaux partent beaucoup plus là-dessus. Et si Cameron Camp avait commencé uniquement avec les activités, aujourd'hui, ce que nous, on propose quand on forme des établissements, quand on forme des équipes, quand on forme des personnes, c'est surtout d'aller vers ce modèle global parce qu'on est convaincu, on l'a observé, que c'est là que les effets deviennent vraiment beaucoup plus significatifs.
on voit bien que les activités, elles ont des effets bénéfiques essentiellement pendant les temps d'activité. Imaginez une vie dans laquelle vous ne pouvez rien décider, vous n'avez rien à faire, on fait tout à votre place, on fait tout pour vous, vous subissez tout, sauf 1 heure par jour. Alors 1 heure par jour, c'est mieux que rien, mais est-ce que vous allez aller bien le reste du temps? Et donc, c'est vraiment ça la logique qu'il y a derrière. Est-ce qu'on ne peut pas créer ce modèle global? Il y a 2-3 publications, mais il y en a encore très peu sur ce sujet. Il y a notamment une recherche qui a été menée en 2015 pour évaluer les effets de la mise en place de Montessori dans une unité dédiée aux personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, comme on en trouve dans tous les pays au moins occidentaux aujourd'hui. Donc, ces fameuses unités fermées, unités protégées, on les appelle comme on veut. Et donc, ils ont radicalement changé le modèle d'accompagnement en le basant à 100% sur Montessori. Les personnes font tout elles-mêmes, elles sont accompagnées par des facilitateurs qui leur permettent de faire. Et le job des professionnels, c'est de jamais rien faire tout seul, mais autant que possible de le faire avec les personnes ou de laisser faire les personnes. J'ai envie, comme ça me fera une petite pause pour boire un coup et récupérer ma salive, de vous proposer une courte vidéo. J'ai fait un découpage qui présente cette unité et qui montre un certain nombre de choses qui s'y passent. La vidéo, elle est en anglais, mais elle est sous-titrée, donc j'espère que vous arriverez à la suivre. Voilà, alors je sais, ça ne va pas ressembler à ce que vous connaissez, et ça ne ressemblera pas, j'anticipe des commentaires qui seront faits certainement, mais parce qu'on me les fait régulièrement, vous n'allez pas voir les mêmes personnes que celles que vous accompagnez, vous allez voir moins de troubles, etc. Et c'est justement de ça dont je parlerai juste après. Alors, je vais couper le partage une seconde. Ah non, je peux le faire comme ça. Bien évidemment, les fiches de poste des professionnels ont été aussi adaptées. Donc, ça a été vraiment une vision dans la globalité du fonctionnement de ce lieu de vie. Ok, Véro, je te laisse prendre. Attends, il faut que je retrouve la vidéo. Vous m'excusez une seconde. Petite question technique. Ça va aller très vite. Hop, on y est presque. Attendez, parce que maintenant, c'est ma souris qui se planque. Ok, j'y suis. Encore une petite seconde et c'est parfait. Ok, alors. Ok, bon, j'espère que... Ah non, non, attendez. Voilà, on y est presque. Ok. Allez, c'est parti. Vous l'avez bien, c'est bon, Véro? Oui, c'est nickel. This video is a glimpse of how people living with dementia, their families and staff can work together to create an environment that they are happy to live in, work in and visit, and where we all strive to know and engage with the person behind the dementia. Hello, Marge. Hello, dear. Would you like to help me clean the whiteboard? I would let you do Oh, yes, thank you. Now you hold one of these. Just one. And you wipe like this. Can you do this? That's it. Beautiful. That's beautiful. Thank you, Marge. Did a great job. The environment is changing and interactive and offers opportunities for staff and residents to interact in a meaningful way. The focus for all staff is to have a resident engaged beside them and to help the residents maximise their capabilities and not do the tasks for them. Well, to start with, I was very concerned about falls because he was wandering, he wanted something to do. My main concern was that he would fall because he just used to wander with nothing to do. Now he's more interested in what he's doing. He doesn't wander without a purpose. If he gets up, he goes to get something, what he wants, and then he goes back and sits down. You don't tell me I'm doing it wrong. We noticed the difference of her, and of course also she's not drugged to the high hilts. That you girls have taken her off some of those medications, and I think that's a great thing. Activities are fun,
engaging and undertaken to support a resident to validate their self-worth. Miriam loves some scones. Some scones. Thank you, there's the money there, mate. Thank you very much. You're always looking for me. It's always down at the bottom here. It's not the store. Rural North West Health, we are pleased with our progress of the capability model in Wattle Crescent. We have implemented and improved the 4 main principles of the capability model, which are the resident's capability and ability, knowing the resident's background, leadership, and continually improving and adapting the environment to the resident's needs. We are looking forward to continuing the journey with He Street, which is our high care unit, and the wider community. Ok. Voilà. Est-ce qu'on est bon, Véro? Oui, sur l'affichage? C'est bon, Véro, l'affichage? Ok. Ok, voilà un petit peu à quoi ressemble cette unité. Alors, il y aurait plein de choses à en dire. L'idée est vraiment en permanence de prioriser le fait d'engager les habitants. Et les professionnels sont effectivement, comme le disait Véro, engagés non plus en tant que soignants pour faire tout pour eux et prendre soin d'eux comme un hôtel, hôpital, etc. Mais vraiment, c'est dit dans la vidéo, le job d'un professionnel, c'est quoi que vous fassiez, vous êtes accompagné par une personne, vous la sollicitez, vous la guidez, vous la laissez faire autant que possible. Alors, pourquoi les personnes que vous avez vues là ne ressemblent pas aux personnes qu'on accompagne d'habitude? Justement parce qu'on les accompagne différemment. Rappelez-vous, on regagne en autonomie, en indépendance. Rappelez-vous le fait d'avoir du choix et du contrôle. Les gens ont une meilleure santé physique. Et donc, l'ensemble de ces éléments que je vous présente depuis tout à l'heure créent des cercles vertueux. Dans la publication, dans la recherche qui a été publiée sur l'unité Wattle, ils ont montré, donc il y a 17 résidents dans cette unité. Pour vous donner une info, en journée, ils sont l'équivalent de 2 temps plein et demi pour 17 personnes. Donc, il n'y a pas de moyens massifs supplémentaires. Par contre, ils ont observé au fil du temps une réduction massive des comportements d'agitation et d'agressivité qui sont, 1 an après la mise en place, à peu près inexistants, tout en ayant en même temps progressivement, vraiment petit à petit, mois après mois, supprimé quasi totalement les psychotropes, puisqu'au moment de la publication de l'article, il n'y a plus qu'une personne à qui ponctuellement on donne un tout petit peu de sédatif pour l'apaiser. Et c'est de manière très irrégulière. Pour les autres, il n'y a plus aucun neuroleptique ou autre psychotrope. On a retrouvé une amélioration de la motivation des équipes, leur capacité à comprendre les besoins des personnes accompagnées et, vous vous en doutez, une énorme satisfaction des familles suite au changement mis en place. Donc, c'est un travail qui est long, qui se met en place progressivement, qui demande une implication et un leadership colossal de l'institution. Wendy Walters, que vous avez vu dans la vidéo, est chargée, elle, de superviser, d'accompagner. C'est une volonté collective de mettre en place un accompagnement différent et c'est ça qui donne ces résultats. Allez, assez rapidement pour pas que je suis pas trop mal dans mon timing, mais ok. Une autre étude, là aussi, sur l'idée d'un modèle global d'accompagnement différent. Alors, c'est une étude qui a été menée dans 16 établissements différents qui appartenaient à un même groupe, dans lequel une équipe infirmière a créé un programme très particulier. L'idée, et ça correspond pour ceux qui connaissent, en tout cas ceux qui sont en France, c'est un petit peu comme les PASA, si vous voulez, chez nous en France. L'idée est de créer un endroit spécial dans les institutions, dans lequel les personnes qui posent le plus de difficultés, qui sont les plus difficiles à accompagner parce que très en colère, parce que très résistantes aux soins, etc., vont être accompagnées. Et dans cette unité à l'intérieur des choses, donc elles viennent en journée, uniquement, de 9 h du matin à 17 h. Il y a des activités toute la journée, mais avec des rythmes très variables, des moments où les activités sont élevées, des moments où elles sont beaucoup plus apaisantes, et c'est adapté en permanence aux besoins, aux capacités, aux préférences des personnes. Ce programme, il a été donc mis en place dans 16 établissements au total. Et on a observé dans ces 16 établissements des résultats qui sont, je dois le dire, assez spectaculaires. Puisque vous avez des chiffres là sur l'écran, on a une réduction très importante des psychotropes.
neuroleptiques 60% en moyenne, les somnifères 94% en moyenne. Donc, on a des chiffres qui sont très, très élevés de réduction en un an des psychotropes. Et en même temps, on a une quasi-disparition, en tout cas réduction massive, des comportements d'agitation ou de déambulation. Vous pouvez voir, on a 85% en moyenne de réduction de l'agitation. Donc, les comportements se normalisent totalement quand les personnes ont la possibilité d'être engagées tout au long de la journée dans des activités. De manière intéressante, il y a eu aussi une amélioration, une récupération de capacité d'alimentation. Alors, ce n'est pas 3% en moyenne, c'est le nombre de personnes en moyenne, c'est en dessous, hein, qui ont réappris à s'alimenter de manière autonome. 89% des personnes se sont remises à dormir la nuit et vous avez des gains de poids aussi importants. Et vous avez en moyenne par établissement 11 personnes qui ont récupéré des capacités. Donc ADL, c'est activité de la vie quotidienne, habillage, toilette, lavage, etc., etc. Tout ça s'accompagnant enfin d'une réduction de 22% en moyenne du turnover du personnel, c'est-à-dire que forcément, la tâche des professionnels change, leurs objectifs changent, le travail devient moins lourd et donc les gens quittent moins. Et donc, je vous présente les résultats de cette étude. Alors, elle a des limites, l'étude, elle peut être critiquée à certains points de vue. Je vais arriver sur ces questions-là aussi dans un instant. Mais pour vous montrer vraiment, je pense qu'il est urgent de créer des nouveaux modèles d'accompagnement. Alors ici, ils ont choisi Montessori comme base. Pour moi, c'est la notion d'approche centrée sur la personne qui est cruciale. Mais quand on fait autrement, on obtient des résultats différents. Et voilà 2 exemples de recherches publiées autour des propositions de Montessori qui montrent vraiment que quand on met en place collectivement et globalement un projet d'accompagnement différent, les résultats s'améliorent nettement et je pense qu'il y a urgence pour tout le monde. Alors, tout ça, c'est magnifique et j'imagine que j'en vois du rêve depuis tout à l'heure. Et en même temps, on va préciser un petit peu les choses. Il y a des limites aussi et des limites qu'on va retrouver dans certaines recherches. D'abord, il y a un papier qui est une étude qui est sortie en 2017 qui, moi, m'avait beaucoup interpellé, m'interroge toujours encore aujourd'hui. Donc, c'est la recherche de Wilkes et collaborateurs. Dans cette recherche, ils ont formé tout le personnel d'un établissement, entièrement, direction comprise, et ils ont observé les effets, les changements à 1 an et demi, et ils n'en ont trouvé aucun. 1 an et demi plus tard, il n'y avait pas d'amélioration, rien du tout. Alors, ils avaient fait le point tous les 6 mois. Légère amélioration au début, mais très légère, et puis qui disparaît par la suite. Donc la question, c'est pourquoi. Alors, eux, dans l'étude, ils disent, mais les personnes qu'on accompagnait avaient des troubles trop sévères. Je pourrais, moi, m'interroger sur d'autres causes. Pourquoi il y a un tel décalage par rapport aux autres études? Mais en tout cas, certaines études ne retrouvent pas de résultats, et ça serait intéressant de creuser ça. Une des hypothèses, à mon avis, c'est que dans l'étude, ils ne vérifient pas qu'est-ce qui est réellement appliqué sur le terrain. C'est-à-dire, ils disent, on a formé tout le monde. Je veux dire, former, c'est bien. Nous, chez AGED, on forme beaucoup de personnes. On a formé beaucoup d'établissements, y compris des établissements qui n'ont, pour des raisons qui les regardent, je ne juge pas, mais qui n'ont quasi rien mis en place derrière. Et donc, forcément, quand on ne met rien en place, on ne voit pas de changement. Et donc, c'est un des enjeux cruciaux pour la recherche pour la suite, c'est d'être capable de mesurer et de vérifier qu'est-ce qui est vraiment mis en place par un établissement. Ça nous permettra aussi de savoir, finalement, quels sont les éléments qui ont vraiment des effets bénéfiques. Est-ce que c'est plus certains éléments que d'autres? Auquel cas, on pourrait pousser encore plus cela. Pour ne rien vous cacher, c'est des recherches qu'on est en train de mener. On est en train, avec AGED, dans le cadre de ma thèse de doctorat, merci AGED, d'essayer de créer un outil qui nous permettra de mesurer vraiment qu'est-ce qui est mis en place concrètement dans un établissement après formation. Ça nous permettra de mener des recherches si les établissements veulent participer à des projets de recherche pour évaluer l'impact des formations et des approches qu'on propose. Ça permettra également d'accompagner mieux les établissements pour faire le point régulièrement en disant voilà. Dans les limites des recherches aussi, il y a eu en 2016 une méta-analyse qui a été publiée. Donc une méta-analyse, c'est une recherche qui évalue la qualité des recherches publiées sur un thème. Et ce que cette méta-analyse conclut, c'est que oui, il y a des niveaux de preuve qui sont très bons pour Montessori sur certains aspects. Notamment tous les travaux liés à la capacité à la reprise de l'alimentation sont de grande qualité scientifique et le niveau de preuve est très élevé. Les travaux qui ont montré que les activités Montessori amélioraient nettement l'engagement par rapport aux activités traditionnelles
améliorer les affects positifs et améliorer le comportement sont de bonne qualité scientifique. Ils peuvent être pris comme tels. Sur les autres thématiques, il n'y a pas assez d'études et une des grandes limites des études sur Montessori qui ont été publiées, c'est que souvent ce sont des études sur des petits groupes de personnes, 10 personnes, 20 personnes, et pour pouvoir généraliser la conclusion d'une étude, il faudrait faire des études sur beaucoup plus de monde, randomisées, donc on met les gens au hasard, Montessori ou pas Montessori. Ce sont des études qui sont, vous vous en doutez, très complexes à mener, à la fois pour des raisons éthiques. Pourquoi est-ce qu'on tirait au hasard ceux qui ont droit à bénéficier de ça et pas les autres? Donc, c'est des études qui sont complexes, mais qui manquent pour qu'on puisse vraiment conclure que Montessori a totalement fait preuve de son efficacité. Donc, il y a encore des travaux à mener. Je pense essentiellement sur l'application de Montessori comme modèle global. Je veux dire, les niveaux de preuve sur les activités sont quand même bien pris aujourd'hui. Vérifier ce qui est vraiment appliqué et ce qui a vraiment des effets, et puis essayer de continuer à communiquer tout ça. Je crois que j'ai terminé mon petit voyage autour de la science et de Montessori. J'espère pas avoir été trop rapide, même si je suis bien conscient que je l'ai été quand même. On a beaucoup discuté avec Véro de dire « Ok, qu'est-ce que je présente, qu'est-ce que je ne présente pas ?» J'ai déjà renoncé à plein de choses. Et puis maintenant, on va laisser la place aux questions. Je vais quitter le partage d'écran, ce sera plus agréable. Et puis Merci Anira pour ce message. On va aller regarder un petit peu la question. Ce que je rajouterais juste par rapport à ce que a dit Jérôme, et il y est passé sur parfois les vidéos qu'on présente, et beaucoup de professionnels nous disent oui, mais nos résidents, nos habitants, je ne sais pas comment on les appelle, ce n'est pas les mêmes. Je pense que c'est une des réponses. Tout ce qu'a présenté Jérôme aujourd'hui, des bénéfices, sont pour moi profondément le résultat dans nos vidéos de gens qui vont bien. Et je pense que c'est ce type de modèle, et comme a dit Jérôme très justement, d'approche centrée sur la personne. Il ne s'agit pas de mettre uniquement Montessori, mais avec une vision comme ça, je pense qu'on aura des résultats différents. Jérôme, je te propose, on va reprendre les questions dans l'ordre. Oui. Alors, si tu permets, Véro, pour les personnes qui ne l'ont pas fait, je vous invite, alors on va les prendre dans l'ordre dès maintenant, parce qu'il nous reste une vingtaine de minutes, un peu plus de 20 minutes, et vous invitez vraiment à aller voter dans l'onglet Q&R pour les questions qui sont les plus importantes pour vous. Il y en a une qui a été plébiscitée là à 10. Elle remonte, et donc je vais vous laisser une petite minute ou deux pour aller regarder les questions un peu rapidement et pour cliquer sur le petit pouce levé pour celles qui sont importantes pour vous. Comme ça permet de répondre. On ne pourra pas répondre à tout, hein, comme la semaine dernière. Je suis désolé pour les personnes qui posent des questions auxquelles on ne répondra pas. Je vois Christelle, je ne sais pas où vous travaillez. Vous dites que vous avancez bien dans votre structure. Si vous voulez bien nous dire, si ce n'est pas indiscret, dans quelle structure. Oh là, il y en a 47. Ok, alors pendant que les votes continuent à se faire, je pense que la première question, je vais la prendre, et c'est une question qui me va très très bien. Donc je vais relire la question pour tout le monde, hein. Comment préparer les fiches conversation? En effet, certains résidents ne savent pas lire ou leurs capacités ne le permettent pas. Cependant, leur demande est toujours très présente. Alors, Christelle, éventuellement, je vais vous demander une petite précision à mettre dans l'onglet Converser pour que je sois sûr de ce dont vous parlez. Parce que vous parlez des aides externes de manière générale. C'est-à-dire, quand vous dites leur capacité ne le permettent pas, est-ce que vous parlez de la lecture ou d'autre chose? Est-ce que vous voulez bien me mettre un petit mot là-dessus? Qu'est-ce que vous entendez par ça? Si on parle, je vais commencer par ça, des questions répétitives. C'est-à-dire les personnes posent des questions toute la journée. Ils oublient les réponses et ils reviennent à poser encore les mêmes questions. On sait que c'est très, très complexe. Puis, il y a des questions qui sont très angoissantes pour les personnes, hein. Si une personne a oublié les visites de ses proches, par exemple, et qu'elle demande ok, j'ai vu votre réponse, Christelle, je vais vous donner un. Il demande mais quand est-ce qu'on vient me voir alors que la famille est venue voir le jour même ou la veille. Enfin, donc, ça peut générer beaucoup d'angoisse pour la personne, l'impression d'être abandonnée et tout. Donc, comment créer des supports qui permettrait de stocker l'information dont la personne a besoin quand elle ne sait pas lire.
Première chose, vérifiez toujours la lecture, je le dis pour ceux qui ne nous connaissent pas, et utilisez des gros caractères. Quand on donne des formations Montessori, on a un outil qui est un outil qui évalue, qui observe la capacité à lire, et on a parfois de sacrées surprises. Avec des gros caractères en Arial, on peut voir que des personnes savent lire. La plupart des personnes âgées qui ont des troubles cognitifs gardent de très bonnes capacités de lecture. Et puis, il y a des personnes qui ne savent malgré tout pas lire. Dans ces cas-là, la question est toujours la même. Dans Montessori, on a vraiment cette logique-là, on en a parlé la semaine dernière. La question n'est pas qu'est-ce que la personne ne sait pas. Ok, elle ne sait pas lire. Qu'est-ce qu'elle ne sait pas faire? La question devient qu'est-ce qui reste comme capacité? Et donc, Christelle, ce que je vous encouragerais à faire, c'est à vous dire, par exemple, est-ce que la personne entend? Est-ce qu'elle a le toucher? Et on pourrait imaginer à la place de messages écrits, des messages enregistrés. Enregistrés sur un petit dictaphone, ça ne coûte rien du tout. Un petit dictaphone sur lequel il y a une cassette avec le message préenregistré. Il y a un outil aussi, en tout cas en France, qui s'appelle le MEMX. Je vais vous l'écrire dans l'onglet Converser, qui est un outil qui, pour les personnes qui ont des troubles cognitifs et qui permettent d'enregistrer des messages auxquels on peut accéder juste en appuyant sur un bouton. Et donc, ce que vous allez faire à ce moment-là, c'est apprendre à la personne à aller chercher l'information audio plutôt que l'information écrite. Si elle ne sait pas quand sont venus ses proches et que ses proches ont laissé un petit mot en disant « Maman, ne t'inquiète pas, on vient te voir tous les mardis après-midi à 14 h, on pense bien à toi, allez, courage, essaye de trouver des chouettes activités et un petit mot rassurant qui répond à son besoin. » Voilà, est-ce que j'ai répondu à votre question, Christelle ? Donc, la logique que je veux dire là, c'est toujours la même chose. Quand quelque chose ne marche pas, la semaine dernière, on nous a dit comment on peut faire avec des personnes qui perdent la vue. La question dans Montessori, mais c'est vraiment un déclic, un mécanisme à avoir, ça vient avec le temps, c'est qu'est-ce qui fonctionne chez la personne? Quelles sont ses capacités? On ne se focalise plus sur les déficits en disant « mais là, je ne trouve pas, ben oui, je suis bloqué sur ce qu'elle ne sait plus faire, je vais chercher ce qu'elle sait faire encore, ce qui fonctionne encore, notamment avec la grille des capacités. » Voilà. Une autre question. Alors, Christelle, décidément, vous posez les questions plébiscitées. Alors, écoutez, ça va être vite répondu, comme dirait l'autre, en appliquant ce que je viens de vous dire. Donc, Christelle, il n'y a pas de généralité. Quelles activités pour les personnes qui ne sont pas autonomes physiquement? La question est toujours la même. Quelles sont les capacités de la personne? Ok, je vais vous raconter très vite une petite histoire. Il y a toujours deux questions à se poser quand on veut trouver des activités qui engagent les personnes. Question numéro 1, qui est la personne? Quels sont ses centres d'intérêt? Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qui est important pour elle? Deuxième chose, quelles sont ses capacités? L'exemple que je vais vous donner, il s'est passé aux États-Unis il y a très longtemps, dans l'équipe de Cameron Camp, dans les établissements dont je vous parlais. C'est un monsieur qui est en fin de parcours, qui est vraiment en fin de vie, qui est en situation de grabbatisation, qui ne peut plus bouger aucun de ses membres, même pas ses doigts. Il a la maladie de Charcot, la sclérose latérale amyotrophique, il est paralysé de partout. Il n'entend quasiment plus, il ne sait plus parler, et pour aller vite, il n'a plus que la vue. Et la famille dit on ne veut plus venir le voir, c'est trop lourd, c'est trop complexe pour nous, on n'en peut plus, ce qui s'entend. Et en même temps, dans les échanges entre Cameron Camp et elle, il insiste sur l'importance de garder du lien jusqu'au bout. Et la proposition qu'il leur fait, c'est de créer un petit dispositif. Et donc, ils vont créer un petit dispositif simplement avec une projection sur la table de nuit du monsieur, qui est posée devant lui, vous savez, les tables de nuit adaptables, projection de diapositives, pas n'importe quelle diapositive. Le monsieur, il était bijoutier, il a créé énormément de grands bijoux, de très beaux bijoux dans sa vie. Et c'était sa passion, sa raison de vivre, sa raison de se lever le matin. Et donc, ce que sa famille a fait pendant les visites, c'est qu'il lui projetait face à lui, à une distance à laquelle il pouvait voir, des diapos de ses bijoux. Le monsieur s'est littéralement éveillé, là où il était complètement renfermé sur lui. Ses yeux sont ouverts. Il a émis des sons avec sa bouche. Il a complètement réagi. Il avait des larmes qui coulaient. Il réagissait émotionnellement. Par la suite, la famille a continué à lui projeter d'autres diapos lors des visites, avec la maison de vacances, des souvenirs, etc. etc. Bien sûr, ce n'est pas une activité aussi active que celle qu'on voudrait. C'est pour vous montrer que cette logique de dire qui est la personne, qu'est-ce qui la motive, qu'est-ce qui l'engage et quelles sont ses capacités, c'est celle qui nous permet de trouver des solutions quand on est bloqué par
par la dépendance. Et quand on voit surtout que les troubles, quand on dit bah, elle n'est pas autonome physiquement, il ne reste plus rien, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis parfois, il y a plein d'activités où vous donnez juste des choses à manipuler dans les mains à quelqu'un et vous allez voir les choses se faire petit à petit. Pendant les soins, un gant de toilette et la personne juste peut se frotter elle-même et déjà elle est en train de se remettre en activité. Donc voilà, je ne sais pas Christelle si ça répond là aussi à votre question, mais la démarche c'est toujours celle-là. Partez des capacités, même les plus minimes, et de qui est la personne. Julie, Ok, Julie, je prends votre question, c'est une que j'aime bien. Dans vos unités protégées, vous avez une photo actuelle avec le nom du résident sur la porte de leur chambre. Faudrait-il pas privilégier des portraits anciens et le prénom? Je vais vous faire une réponse très très simple. Je vais vous faire deux réponses. La science, en tout cas la recherche, la petite recherche dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'était sur 3 personnes, elle nous dit prenez des photos qui sont identifiées par la personne. C'est-à-dire que la base, ce n'est pas de vous dire on choisit une ancienne ou une récente, ça n'a pas beaucoup de sens, c'est de dire il faut déjà que la personne reconnaisse la photo. Ma réponse à moi, celle que nous prenons aujourd'hui avec Montessori, elle est très simple, elle tient en une phrase, demandez aux résidents. Demandez-leur pour la simple et bonne raison qu'on pourrait ne pas vouloir avoir une photo de soi sur la porte de sa chambre en institution. Même si je me reconnais dessus, peut-être que je n'ai pas envie de voir ma tronche à chaque fois que je rentre dans ma chambre, c'est bon. Alors que moi, vous me mettez une photo d'une bonne bière comme celle que je vais aller boire quand j'aurai terminé là tout de suite, ça va beaucoup mieux. Photo d'un chat à la limite. Mais c'est une photo que moi, je choisis. Et donc, si vous leur demandez leur avis, vous saurez s'ils reconnaissent ce qu'il y a sur la photo et vous saurez ce qui leur convient. Et on n'a pas d'études là-dessus. Il faudrait en mener, avis aux chercheurs en herbe. Par contre, d'expérience pour avoir accompagné des établissements qui ont fait comme ça, en prenant des photos choisies par les habitants eux-mêmes, la différence, elle est colossale. Voilà pour cette question. C'est la même chose sur le questionnement sur le prénom. Nom ou prénom, je pense qu'il n'y a qu'une personne qui peut choisir. C'est l'habitant par lui-même. Et ça va être la même chose sur les badges que vous avez peut-être vus dans les différentes vidéos. Beaucoup de personnes s'interrogent comment les appeler, par leur nom, par leur prénom. On est tous différents, donc il n'y a pas une réponse identique pour chacun. Ça va dépendre du lien qui est établi. Et quand on vit dans une communauté qui est une vraie communauté, potentiellement avoir cette proximité et la possibilité du prénom est possible. Maintenant, quand on est à l'hôtel ou quand on est à l'hôpital, potentiellement, oui, le prénom est peut-être un peu plus compliqué. Donc, je pense que c'est vraiment une question à leur poser pour savoir qu'est-ce qu'eux veulent. Pour les repas, comment faire pour les résidents qui déambulent? Ok. Alors, attendez, on va faire terminer pour ces questions-là. J'espère que ça répond à vos questions. Alors, attendez, celle-là, c'est fait. Alors, pour les repas, que faire quand les résidents déambulent? Il y a énormément de choses là-dessus. La première réponse, c'est créer une ambiance différente. Demandez-vous pourquoi la personne déambule. On prévoit, ce n'est pas prévu ici, mais on le fera en 2021. On créera d'autres séries de webinaires. Peut-être qu'on les fera payer ceux-là quand même, parce que c'est beaucoup de travail, mine de rien. Pas cher, ne vous inquiétez pas. Et d'en faire un sur la thématique des comportements qui nous mettent en difficulté, des comportements réactionnels. Première chose, c'est demandez-vous pourquoi la personne déambule. Est-ce qu'il y a trop de bruit dans la salle à manger? Est-ce que l'installation donne envie de s'installer? Est-ce que voilà, quelle est l'ambiance générale? Ça pourrait être une hypothèse. Est-ce qu'elle a des douleurs quand elle s'assied, etc. Est-ce qu'elle comprend exactement ce qui se passe? Et donc, on encourage, c'est une réponse qui n'est pas simple, ce que je vais vous dire, mais parfois, il y a beaucoup de changements qu'il faut faire. Il est vraiment temps. On encourage à créer un environnement extrêmement différent. Beau, déjà, un petit peu plus, on dit home-like, vous savez, comme à la maison, qui donne envie aux gens de venir s'installer. Un environnement qui serait plus clair sur le plan perceptif, c'est-à-dire une nappe avec un bon contraste, les assiettes, etc. Plutôt que de se ramasser une assiette déjà servie devant nous, dans laquelle on n'a pas du tout décidé les quantités qu'on mettait, avoir des plats dans lesquels on peut se servir. Donc, en fait, créer de manière générale un environnement différent, une ambiance différente. Un petit peu de musique de fond, pourquoi pas, comme celle, pour ceux qui étaient là, que je vous ai mis au début de ce webinaire, quelque chose qui donne envie. Ce genre d'approche donne des très, très bons résultats. Diminuer le volume sonore, les cris, etc. Il n'y a pas de recette miracle pour empêcher la déambulation. Il y a des personnes qui ont des besoins différents de l'une à l'autre,
Et donc, il peut y avoir 10 raisons différentes. Votre job, c'est un peu de trouver celle-là. Et quand on veut travailler de manière plus globale, c'est vraiment recréer une autre ambiance au moment du repas qui donne les meilleurs résultats. Et je connais des établissements, j'en ai un en tête, notamment à Avignon, dans lequel ils ont beaucoup travaillé sur cet aspect-là. C'était les habitants de l'établissement qui mettaient la table avant. Le repas était servi dans des plats, ils se servaient eux-mêmes. On voyait des résidents qui avaient les capacités, qui servaient d'autres personnes qui n'en avaient pas les capacités. Et l'équipe était un peu en retrait pour observer ça. Et ces comportements de déambulation, notamment, ont totalement disparu en quelques semaines et quelques mois. Ça n'existait plus. Quand les gens avaient terminé, par contre, ils ne restaient pas assis à table. Ceux qui étaient capables de se déplacer se levaient et commençaient à débarrasser spontanément. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Véro. Oui, le système, il y a des structures aussi qui ont démarré avec la proposition en buffet, entre guillemets, de venir chercher l'alimentation, et ce qui a permis pour certaines personnes de continuer à se promener un petit peu dans la structure, mais de reprendre contact avec la nourriture et surtout ce qu'ils voulaient eux. Alors, c'est vrai qu'on a parfois l'intention de dire entrée, plat, dessert, et c'est vrai que pour certains, ça peut interroger de commencer par le fromage ou autre chose. Et en fin de compte, le fait d'avoir permis cette liberté a permis de reprendre du plaisir dans le temps du repas avant de repasser à d'autres étapes pour proposer un moment, un temps à table. Alors au départ, sur des petits temps, et puis au fur et à mesure qui se sont allongés, mais sans forcer les choses. Comme on avance dans le temps, si on veut prendre... On est bien, on a une petite dizaine de minutes. Le questionnement sur l'ARS, et ça, oui, c'est les ARS, comme a dit Jérôme, c'est un axe national, mais avec des ARS indépendantes par région, donc chacun fait un peu ce qu'il veut. Par contre, je laisserai Jérôme continuer sur la réponse, mais des normes d'hygiène, avoir une procédure pour se laver les mains, avoir une procédure pour travailler sur l'hygiène, c'est juste une procédure. Donc, par rapport à tout ce que Jérôme a présenté, les personnes qui ont des difficultés cognitives ont ces mêmes capacités. Ce qu'il va falloir, c'est documenter ce que vous mettez en place. Et là, justement, à Avignon, c'est quelque chose qui avait été fait. Et vas-y, je te laisse continuer. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur les normes d'hygiène. C'est très souvent, alors la période actuelle n'est pas la période la plus simple par rapport à ça, c'est très clair. De manière plus globale, en dehors de la période Covid, très souvent, on se met des barrières nous-mêmes et on va entendre des professionnels qui vont dire « Non, ça, on n'a pas le droit à cause de l'hygiène », ce qui n'est pas vrai. Donc, la première chose que je vous invite à faire, c'est à lire les réglementations sur l'hygiène et vous allez vous rendre compte que ce n'est absolument pas vrai dans la plupart des cas qu'on ne peut pas permettre aux gens de cuisiner, par exemple, puisque la question porte sur la cuisine. Mais on peut mettre le même raisonnement sur d'autres choses. Les textes ne le disent pas. Il faut distinguer aussi une obligation réglementaire et une recommandation. Une recommandation n'est pas obligatoire. Donc, on se réfugie derrière souvent des normes. Quand quelqu'un vous met une barrière en disant « Non, ça, on n'a pas le droit avec les normes », demandez aux personnes de vous sortir les textes et vous allez voir déjà, beaucoup de choses vont se régler. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, si les normes sont vraiment problématiques par rapport à ça, et notamment sur les questions d'hygiène, proposez, c'est ce que Véro vous disait, de mettre en place des procédures d'hygiène pour les résidents. Permettez-leur de se laver les mains. Je veux dire, s'ils sont capables d'apprendre à mener des activités pour d'autres personnes ou capables de réapprendre à s'alimenter, je vous promets, ils sont capables d'apprendre à se laver les mains, voire même, vous n'aurez pas besoin de leur apprendre, ils savent déjà très bien le faire. Ou proposer des gants. Et simplement, documenter, tracer, c'est un mot que j'aime pas beaucoup, mais tracer le fait que oui, quand des résidents participent à la préparation du repas, à la mise de table, il y a une procédure d'hygiène qui est mise en place. Les gens le comprendront très très bien, sans aucun souci. Et puis parfois on a des normes d'hygiène un petit peu délirantes, et donc à ce moment-là, n'hésitez pas, pourquoi pas, ça a été fait par un établissement, à faire écrire une lettre par les habitants qui voudraient faire quelque chose qu'on leur empêche, et qu'ils écrivent à l'ARS en demandant à l'ARS de venir. Ça a été fait par un établissement qui a invité l'ARS à venir leur expliquer pourquoi ils n'avaient pas le droit d'eux. L'ARS n'est jamais venue, ils ont reçu un courrier indiquant que finalement ils avaient le droit. Il y avait encore une dernière chose que je voulais vous dire sur ces questions d'hygiène. Il y a vraiment beaucoup à dire sur le sujet. Oui, la dernière chose, c'est que je connais aussi des établissements où ils ont décidé d'entrer un tout petit peu en résistance. Simplement ce qu'on appelle la résistance éthique.
Et ils ont choisi de dire, nous, on s'en fout, collectivement, et c'est des directeurs qui assument, hein, il faut oser, je leur tire vraiment mon chapeau et je leur exprime toute ma gratitude, ils ont dit, on le fait. Et on met en place vraiment tout ça, et puis ces trucs d'hygiène, on ne fait pas n'importe quoi, on s'assure que la sécurité minimale est évidemment assurée, mais on le fait quand même. Et le résultat de ça, c'est qu'ils ont des résultats du même genre de ce que vous avez vu. Et du coup, quand les ARS viennent dans l'établissement, mais croyez-moi, l'hygiène, ils n'en ont rien à faire. C'est le cadet de leurs soucis. Ils voient des habitants qui sont actifs, engagés, ils voient une diminution des troubles du comportement, etc., etc. Et donc l'ARS, là, ne se focalise plus là-dessus. Donc, voilà un petit peu mes réponses à ces questions. Je pourrais en parler très longuement. Allez, on peut en prendre... Oui, Bérangère, alors une question qui va être très courte. Vous demandez quelles sont les activités possibles en soirée. Quand on regarde pour tout humain, on est tous très différents. Et il y a une question, demandez-leur ce qu'ils voudraient faire. Proposez-leur. Alors, vous pouvez supporter avec, que ce soit de la musique, que ce soit un temps de partage, que ce soit je ne sais quoi d'autre, mais demandez-leur et vous verrez qu'ils pourront vous orienter sur ce qu'eux désirent. Alors Bérangère, je vais appuyer le propos de Véro et je vais faire un tout petit peu de pub. Je vous invite par rapport à cette question, quelles activités possibles en soirée après le repas, à venir assister à notre webinaire la semaine prochaine. Puisqu'on parlera d'une part des résidents leaders d'activité, mais aussi des comités de résidents. Et l'invitation, ça sera de créer un comité de résidents autour de cette question-là, avec des résidents qui vous diront nous, on voudrait regarder la télé. Moi, le soir, c'est la télé. D'autres, comme moi, ou des gens de ma famille qui sont ici présents, ça va être plutôt moi, je voudrais bouquiner tranquillement avec un fond de musique classique et un bon petit verre de vin, ça m'irait très très bien. D'autres vont vous dire une soirée jeu, etc. Et vous allez voir qu'en fait, les résidents vous aideront non seulement à trouver les idées que vous n'avez pas aujourd'hui, mais en plus à le créer. Le rôle du comité sera de créer le matériel, les petits salons, les choses comme ça. On en parle la semaine prochaine, mais vous allez voir, le potentiel de ça, il est immense. Donc, on ne va pas vous répondre à la place des personnes concernées, demandez aux habitants. Courte réponse sur... attends. Oui, Sophie qui dit des gens qui attendent les professionnels pour se nourrir. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, par exemple, quand je suis toute seule ou quand j'ai des gens autour de moi qui ne m'intéressent pas trop, bah, ça me coupe un peu l'appétit. Donc, je pense que peut-être la question à se poser, c'est déjà pourquoi ils ne veulent pas manger et peut-être est-ce que l'ambiance autour, est-ce qu'il y a peut-être une autre dynamique à mettre en place? Mais c'est vrai que quand le temps du repas n'est pas un temps de repas convivial, parce que Jérôme disait tout à l'heure, trop de bruit, du mouvement, peut-être pas assez d'intimité ou des choses comme ça, peuvent être des réponses à la question que vous posez. Je vais rajouter une petite chose, c'est une hypothèse. Le truc, c'est toujours la même chose. Pourquoi la personne fait ça? Donc, une ambiance qui ne convient pas, etc. Moi, je vais vous proposer autre chose. La mémoire procédurale. Les apprentissages via la mémoire procédurale, ils ont lieu que vous le vouliez ou non. Que vous le voyez ou non, les personnes apprennent ce qu'ils pratiquent. Ils créent des nouvelles habitudes, ils créent des nouvelles routines. Si une personne a été entraînée, je mets des guillemets pour ne pas dire un autre mot qui serait un peu plus piquant, je m'assagis avec l'âge, entraînée à ne manger que quand on vient la nourrir ou que quand on vient lui donner, entre guillemets, l'autorisation, on lui apporte son repas, etc. Et qu'elle a des difficultés cognitives abaissées, fragilisées par ailleurs, il se peut qu'elle prenne l'habitude de ne manger que quand il y a quelqu'un avec elle. Et donc, ça vaudrait la peine d'observer la personne, peut-être de discuter avec elle, de lui dire, mais si vous le souhaitez, vous pouvez manger. Je ne sais pas si la personne ou les personnes, parce qu'en général, quand on pose ce genre de questions, on pense à des personnes en particulier, si ces personnes ont des capacités de communication qui sont encore suffisantes. Et à ce moment-là, vous pourriez discuter avec elle, lui proposer, peut-être l'amener ailleurs. Donc, il y aurait beaucoup de choses à faire. Vous me dites, ils ne se nourrissent pas si le personnel ne vient pas, mais que fait le personnel? Est-ce qu'il parle avec eux ou est-ce qu'on vient déclencher le comportement? S'ils mangent seuls dans un coin, il y a des chances pour que ça ne stimule pas. Et par rapport à ce que Véro disait, on a visité, nous, un établissement à Lille qui nous avait beaucoup touchés, dans lequel, systématiquement, les professionnels mangent avec les habitants. Donc, le repas se prend ensemble, c'est un temps de travail. Il y a des temps de pause, mais ils sont en dehors.
vous devriez voir l'ambiance que ça crée. Ça n'a rien à voir. Les gens se parlent. Les personnes qui ont les plus grosses difficultés sont extrêmement stimulées et entraînées par l'ambiance générale. Ils utilisent énormément l'imitation et l'apprentissage par modèle dont je vous parlais tout à l'heure, qui fait qu'ils se mettent à manger quand tout le monde est là. L'idée là, c'est que c'est une communauté de personnes qui partagent des moments et pas des résidents dont on s'occupe avec des professionnels qui vont manger de leur côté entre eux, etc. Donc, c'est vraiment une autre culture. Je réponds juste parce qu'il y a Christelle Delacour qui m'a envoyé un petit message en me disant, moi, quand j'ai des questions face à l'hygiène, etc., il y a les fiches repères HACCP qui permettent justement de pouvoir argumenter sur ce genre de choses. Donc, on les rajoutera. Christelle, si tu veux les mettre directement, si tu es encore là, sur de la NESM, ça permet aussi d'aller se référer à des textes. Alors, il est 19h. Et on tenait à rester dans les timings qu'on avait prévus. On en est un petit peu désolé pour toutes les autres questions. En même temps, on a répondu à plus de questions que la dernière fois. Voilà, donc j'espère vraiment que ces réponses et puis ce webinaire vous a convenu. Moi, j'ai une petite demande à vous faire, comme Véro vous l'a demandé la semaine dernière. C'est très compliqué quand on fait une conférence de ne pas avoir les gens en face de soi. On n'a pas de retour. Moi, j'aime bien me nourrir des interactions que j'ai avec les personnes en face, des regards, des réactions. Bon, je vois vos petits mots, mais un petit peu. Et donc, n'hésitez pas maintenant à prendre une petite minute pour faire un petit retour dans l'onglet commenter, enfin converser, pour nous dire si vous avez apprécié ce moment passé ensemble. Je vais juste faire un petit rappel en repartageant ça avant de vous dire au revoir. Voilà, en vous rappelant que si vous avez envie d'approfondir les questions autour de Montessori, il y a des ouvrages en français. On nous a suffisamment dit que ça manquait d'ouvrages en français. Je ne vous vois plus. Véro, vous êtes là? Oui, on est là. Comment ça se fait que je ne vous vois plus? Bon, je vais faire 100. C'est un peu gênant quand même. Attendez, je regarde. Bon. Attendez, je vais quitter le partage une seconde. Ouais, je préfère vous voir, tant pis. Donc, il y a les ouvrages en français, il y a le e-learning, la formation en ligne qui arrive très, très bientôt pour les personnes qui veulent suivre ce parcours individuellement au-delà de formation en institution. Et puis, vous rappelez qu'il n'y a pas de webinaire jeudi prochain. Un tout petit peu de pause pour nous, on n'est pas dispo jeudi prochain, mais que le prochain webinaire, c'est le 26 novembre. Il sera sur le thème dont on vous parlait, et il y avait une des questions qui demandait comment on fait pour apprendre à des résidents à mener des activités. On en parle le 26 novembre. Attendez, je vais quand même partager mon écran, ce sera un petit peu mieux pour que vous revoyiez le programme de nos prochains webinaires. 26 novembre, créer des communautés dirigé par et avec les habitants. On parlera comité, on parlera leader d'activité. Et puis le 3 décembre, comment on fait concrètement pour mettre en place le changement de paradigme, le changement d'accompagnement en institution. Et là, Véro et moi, on parlera très très peu pour une fois et on fera intervenir des professionnels d'établissements qui ont mis en place Montessori pour qu'ils expliquent un petit peu comment ils ont fait, par où ils sont passés, quels ont été les défis qu'ils ont rencontrés, etc., etc. Ok, je termine mon partage, comme ça je reviens à tout le monde. Alors, oui, hyper important. Je demande à tout le monde, à toutes les personnes qui voudraient assister au prochain webinaire, il faut impérativement que vous nous envoyiez, si vous n'étiez pas déjà inscrit, vous nous envoyez un mail à l'adresse contact@AGED. Vous mettez dans l'objet du mail webinaire 3, 26 novembre ou webinaire 4, 3 décembre, et vous recevrez les habituels liens d'inscription. Donc, merci Alain. Oh, je vois ton petit mot, ça me fait plaisir. Et donc, vraiment, j'insiste, si vous voulez vous inscrire, il y a eu des incompréhensions. Certains qui sont inscrits au premier webinaire pensaient qu'ils étaient inscrits automatiquement. On a reçu plein de messages aujourd'hui en disant « mais j'ai pas reçu les liens alors qu'ils ne s'étaient pas encore inscrits ». Donc, suivez bien, envoyez-nous un mail à l'adresse d'AGED, contact AGED. Normalement, vous l'avez. Si vous êtes là, vous l'avez déjà eu. Et puis voilà. Et puis, de toute manière, je fais très attention à ce que j'ai fait, parce que là, il y a 2-3 personnes hier, ce soir qui n'avaient pas le lien. On vous les renvoie au fur et à mesure, donc surtout, vous inquiétez pas. C'était un vrai plaisir de vous retrouver et de partager. La thématique a été menée avec brio, je te remercie.
C'était superbe. Et c'était surtout pour encore ancrer les choses sur oui, ça fonctionne quand on regarde la personne avec ses capacités, sur qui elle est, et demandez-leur, vous verrez, vous aurez des retours absolument incroyables, parce que je crois qu'ils ne sont en attente que de ça. Lors du 26, comme on vous a dit, on parlera des comités d'habitants et des résidents leaders d'activité. Et globalement, tout ça n'a pu être mis en place que parce qu'il y avait d'abord une communauté au sein de la structure, que les équipes avaient d'abord mis en place. Et au fur et à mesure, ils ont pris confiance et ils ont pris possession de ce lieu qui est le leur. Donc, merci encore à tous et à toutes. Au plaisir de vous retrouver. Et pour ceux qui mettent « je ne suis pas inscrit », vous inquiétez pas, il n'y a pas de place limitée. Enfin, tant qu'on n'atteint pas les 900, je crois, donc on a de la marge. Donc, n'hésitez pas à nous renvoyer des messages pour qu'on puisse vous réinscrire. Et puis, les messages que certains nous ont envoyés sur l'adresse de contact la semaine dernière nous ont fait un bien fou de lire à quel point ce qu'on vous avait proposé, vous avez soutenu, satisfait, encouragé. Donc on prend autant que vous voulez. Merci à tous et puis très bonne soirée à la Belgique, à la Pologne, à la Suisse, au Québec, à tous les Français et peut-être d'autres pays que je n'ai pas vus. Et merci encore de ce soutien et puis d'être resté sur une heure tardive pour nous accompagner. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Merci à tout le monde et très très bientôt pour la suite de nos petits voyages au cœur de Montessori. Je vais couper maintenant, je vous dis au revoir et vraiment merci aussi pour vos retours. Ça fait beaucoup de bien. Bonne soirée à tout le monde et à très bientôt. Au revoir.